Le millionnaire a licencié 10 nounous en 2 mois, jusqu'à ce que la nouvelle employée change tout avec ses 5 fils. Le silence impossible. L'ascenseur privé aux finitions platine s'immobilisa au dernier étage avec un chuintement presque imperceptible. C'était le seul son qu'Olivier de Montfort avait toléré sans grimacer au cours des 8 dernières semaines. Il ajusta le nœud de sa cravate en soie, un geste automatique, presque défensif, tout en observant son reflet sur les portes en métal poli. L'homme qui lui rendait son regard semblait impeccable, un costume bleu nuit de coupe italienne fait sur mesure, valant plus qu'une voiture moyenne, les cheveux coiffés en arrière avec une précision millimétrique, et une posture qui hurlait l'autorité. Cependant, les yeux d'Olivier racontaient une histoire différente. Des ombres sombres s'étendaient sous ses cils, traces d'une insomnie chronique et, surtout, d'une peur viscérale de ce qu'il s'apprêtait à trouver de l'autre côté de ces portes. Olivier exhala pesamment, se préparant mentalement comme s'il allait pénétrer dans une zone de guerre et non dans son propre foyer, un somptueux appartement haussmannien près de la place de l'Étoile. Il tenait sa mallette en cuir dans la main droite, ses jointures blanchies par la force avec laquelle il serrait la poignée. Au cours des 2 derniers mois, franchir le seuil de son pantoux signifiait être assailli par une cacophonie de cris aigus, de pleurs hystériques, le bruit de la porcelaine se brisant et les plaintes désespérées d'une gouvernante au bord de l'effondrement nerveux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Olivier fit un pas en avant, les épaules tendues, attendant l'impact sonore. Mais ce qu'il reçut fut un choc bien plus déconcertant. Rien. Le silence. Ce n'était pas le silence vide d'une maison inhabitée, mais une quiétude dense, chaleureuse et étrange. Il s'arrêta au milieu de l'immense vestibule en marbre blanc. L'écho de ses propres souliers à semelles dures résonna avec une clarté inquiétante. Il regarda vers le couloir menant au grand salon, puis vers l'aile, où se trouvaient les chambres des enfants. Rien. Pas un sanglot, pas le bruit de jouets heurtant les murs, pas le galop de petits pas furieux. Une pensée terrible traversa son esprit, lui glaçant le sang, serait-il parti? La nouvelle employée avait-elle démissionné en milieu de journée, laissant les enfants seuls, ou pire encore, les avait-elle emmenés? Bonjour? Sa voix sortit rauque, brisant l'atmosphère de cristal. Personne ne répondit. La panique commença à monter dans sa gorge. Il laissa tomber ses clés sur la console d'entrée et marcha d'un pas rapide, presque en courant, vers la chambre principale. Il avait laissé des instructions strictes stipulant que les enfants devaient être dans leur salle de jeu, mais quelque chose, un instinct paternel qu'il croyait atrophié, le guida vers sa propre chambre à coucher. La double porte en bois massif était entrebâillée de quelques centimètres à peine. De l'intérieur, une lumière dorée et chaude, propre au crépuscule parisien filtrant à travers les hautes fenêtres, se déversait vers le couloir obscur. Et alors, il l'entendit. Ce n'était pas des cris. C'était une voix féminine, douce, avec une cadence mélodique et un accent qu'il ne parvenait pas tout à fait à situer, quelque chose qui évoquait des terres lointaines et anciennes. La voix montait et descendait avec une théâtralité douce, narrant quelque chose avec une passion contenue. Olivier poussa la porte avec lenteur, retenant son souffle. La scène qui se déploya sous ses yeux le frappa avec la force d'un train de marchandises, le laissant cloué sur le seuil, incapable de traiter la réalité visuelle qui contredisait tout ce qu'il avait vécu récemment. C'était sa chambre, oui, avec ses tables de chevet en marbre importé et les œuvres d'art abstrait au mur. Mais le centre de l'univers, à cet instant, était l'immense lit king size. Là, assise au centre, les jambes croisées dans une posture de lotus parfaite, se trouvait elle, Léa, la nouvelle. Elle ne ressemblait à aucune des infirmières diplômées avec des doctorats en pédagogie que l'agence lui avait envoyées auparavant. Léa portait un uniforme qui semblait sorti d'une autre époque, une robe bleu ciel, modeste et propre, avec des cols blancs amidonnés qui contrastaient avec sa peau pâle. Mais le plus étrange, le détail qui fit cligner Olivier des yeux à 2 reprises, c'était ses mains. Elle portait des gants de ménage en caoutchouc jaune, brillants et criards, comme si elle était sur le point de récurer le sol. Pourtant, ses mains gantées ne tenaient pas une éponge, elles tenaient un grand livre illustré, rempli de couleurs vibrantes. Et autour d'elle, comme des satellites attirés par une force gravitationnelle irrésistible, ils étaient là, ses fils, les 5, les quintuplés de Montfort. Ces mêmes enfants qui avaient mordu 3 nounous la semaine passée et qui avaient repeint les rideaux en soie française avec de la sauce tomate il y a seulement 3 jours. À présent, les 5 enfants, vêtus de barboteuses bleues coordonnées, propres et repassées, étaient blottis contre elle. 2 étaient allongés sur ses jambes, un autre avait la tête posée sur son épaule,
et les deux derniers étaient assis face à elle, la bouche légèrement ouverte et les yeux écarquillés, totalement hypnotisés par les paroles qui sortaient de la bouche de la jeune femme. Elle ne lisait pas de manière monotone, elle faisait des gestes avec les gants jaunes, pointant les personnages du livre, et chaque fois qu'elle bougeait une main, les 5 petites têtes tournaient à l'unisson, suivant le mouvement de la couleur jaune. La paix dans la chambre était presque sacrée. Il flottait une odeur de talc, de lavande et de quelque chose d'autre, quelque chose qui sentait le foyer, un arôme qui s'était évaporé de cette maison le jour où son épouse était morte. L'incrédulité d'Olivier fut telle que ses doigts perdirent leur force. La lourde mallette en cuir qu'il tenait glissa de sa main et tomba sur le parquet en chêne avec un fracas sec et brutal. Bam! Le bruit rompit le charme. Le son résonna comme un coup de feu dans la quiétude du soir. Olivier se tendit, attendant la réaction en chaîne habituelle. Le premier pleur, suivi par le chœur de hurlements des 4 autres. Il ferma les yeux une seconde, maudissant sa maladresse, attendant le désastre. Mais le désastre n'arriva pas. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit que 5 paires d'yeux identiques, bruns et profonds, le regardaient. Il n'y avait ni peur ni fureur, seulement de la curiosité. Puis, presque en même temps, les 5 enfants tournèrent à nouveau la tête vers Léa, ignorant leur père milliardaire, attendant qu'elle poursuive l'histoire. Léa leva les yeux lentement. Son regard croisa celui d'Olivier. Il n'y avait ni soumission ni peur dans ses yeux, comme il y en avait habituellement chez le personnel de service lorsqu'il entrait dans une pièce. Il y avait un calme océanique. Elle porta un doigt ganté de jaune à ses lèvres dans un geste universel de silence, puis, avec un naturel déconcertant, elle reporta son attention sur le livre et continua de lire dans un murmure, comme si l'homme le plus puissant de la ville ne venait pas d'interrompre sa séance. Olivier sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le cadre de la porte, sentant un nœud dans la gorge qui n'avait rien à voir avec le stress du travail. Pour la première fois depuis des mois, ses fils ne ressemblaient pas à des orphelins dans leur propre maison. Pour la première fois, quelqu'un avait réussi l'impossible. La chronique du chaos. Pour comprendre l'ampleur du miracle silencieux qui se produisait dans la chambre principale, il était nécessaire de rembobiner le fil de la mémoire et de se plonger dans l'enfer des semaines précédentes. La vie d'Olivier de Montfort, méticuleusement organisée en feuilles de calcul et projections financières, s'était effondrée dans un chaos de fluides corporels infantiles et de démissions professionnelles dès l'instant où il avait décidé de ramener les quintuplés à la maison après le décès de son épouse. Le souvenir de la semaine précédente lui provoquait encore une migraine. C'était un mardi. L'agence, Nounou d'élite, la plus exclusive du pays, lui avait envoyé sa meilleure candidate, Madame Valérie, une femme avec 30 ans d'expérience, des certifications en psychologie infantile et une attitude de sergent instructeur. « Je m'en charge, monsieur de Montfort », avait-elle dit avec arrogance en entrant. Les enfants ont besoin de discipline, pas de câlins. Olivier était parti pour son bureau à la Défense en ressentant un soulagement temporaire, croyant que le problème était résolu avec un chèque à 5 chiffres. 3 heures plus tard, sa secrétaire fit irruption en pleine réunion du conseil d'administration, le visage blême. « Monsieur, c'est votre maison, c'est une urgence. » Lorsqu'Olivier arriva à l'appartement ce jour-là, il trouva une scène qui semblait tout droit sortie d'une émeute carcérale. Madame Valérie était enfermée dans les toilettes des invités, sanglotant et criant qu'elle appellerait la police. Dans le salon, les quintuplés avaient réussi à escalader l'étagère design et avaient renversé, avec une précision chirurgicale, une collection de vases de porcelaine de Sèvres. Mais ce n'était pas l'argent qui blessait Olivier, c'était la férocité. Les enfants ne jouaient pas, ils détruisaient. L'un d'eux, Théo, était assis sur les débris de porcelaine, hurlant, le visage rouge et déformé par l'angoisse. Lucas et Enzo se frappaient mutuellement pour un jouet cassé. Les 2 autres couraient en cercle en se cognant contre les meubles. Ils étaient sales, négligés, les couches pendantes sous le poids. Lorsqu'Olivier réussit à faire sortir Madame Valérie des toilettes, elle le pointa d'un doigt tremblant. Elle avait une marque de morsure parfaitement définie sur l'avant-bras. « Ce ne sont pas des enfants !» hurla la femme, oubliant tout son professionnalisme. « Ce sont des animaux sauvages. Il n'y a pas d'argent au monde qui paie cela. Je démissionne et je vous suggère de les interner avant qu'ils ne brûlent l'immeuble. » Ce schéma s'était répété 9 fois de plus. Femmes jeunes, femmes âgées, strictes, douces, chères, bon marché, toutes duraient entre 2 heures et 3 jours. La conclusion d'Olivier était devenue sombre et cynique. Ses fils étaient brisés.
L'absence de mère les avait endommagés d'une manière que lui, un homme qui résolvait les problèmes avec logique et capital, ne pouvait réparer. Il commença à les voir non avec amour, mais avec un mélange de pitié et de ressentiment. Ils étaient la preuve vivante de son échec personnel. Il en vint à penser à les placer dans un internat suisse pour nourrissons, une idée qui lui donnait la nausée mais qui commençait à sembler la seule solution logique. Et alors arriva le désespoir absolu. 2 jours plus tôt, l'agence l'avait notifié qu'il n'avait plus de personnel disposé à travailler à la résidence de Montfort. Olivier était dans le hall de son immeuble, parlant au téléphone, criant après la directrice de l'agence, lorsqu'il vit quelque chose qui stoppa sa fureur. Une jeune employée de ménage de l'immeuble récurait le sol en marbre du vestibule. Elle portait un uniforme bleu générique et des gants jaunes en caoutchouc. Près d'elle, le fils en bas âge d'un des voisins avait trébuché et était tombé, s'écorchant le genou. L'enfant était sur le point d'éclater en sanglots, ce pleur aigu qui précède le scandale. Olivier observa, fasciné, ce que fit la jeune fille. Elle ne courut pas pour le relever avec de grands gestes, elle s'agenouilla simplement à sa hauteur. Elle fit un mouvement étrange et gracieux avec ses mains gantées, comme si les gants étaient des marionnettes, et chuchota quelque chose doucement. L'enfant, surpris par la couleur jaune et la voix calme, oublia de pleurer. En 5 secondes, l'enfant riait. La jeune fille essuya la larme de l'enfant avec une tendresse qu'Olivier n'avait vue chez aucune des nounous à 5 000 € par mois. Olivier raccrocha le téléphone sans prendre congé. Il marcha vers elle. « Toi, dit-il avec son ton de commandement habituel. Comment t'appelles-tu » La jeune fille se leva rapidement, effrayée, baissant le regard. Elle était belle, d'une manière discrète et classique, mais on notait l'usure du travail dur dans sa posture. « Léa, monsieur. Léa Dubois. Je ne fais que nettoyer, j'ai presque fini. Je me fiche du nettoyage, la coupa Olivier. J'ai besoin d'une nounou. Je paie le triple de ce que tu gagnes ici, en liquide, maintenant, logement inclus. » Léa leva les yeux, confuse. Ses yeux étaient d'un gris orageux, intelligent et prudent. « Monsieur, je n'ai pas de référence de nounou. Je suis personnel d'entretien. J'ai vu ce que tu as fait avec cet enfant, insista Olivier en sortant son portefeuille et en extrayant une carte. Mes fils sont difficiles. 10 femmes ont démissionné. Si tu parviens à ce qu'ils survivent une journée sans sang ni feu, le poste est à toi. Léa hésita, regarda ses gants jaunes puis regarda l'homme désespéré face à elle. Il y eut un moment de silence où elle semblait évaluer quelque chose au-delà de l'argent, quelque chose de personnel. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « J'accepte le travail, monsieur de Montfort, dit-elle d'une voix ferme, bien que douce. Mais à une condition. Tout ce que tu voudras, répondit-il en marchant déjà vers l'ascenseur. Je le ferai à ma manière. Sans caméra pour me surveiller par-dessus l'épaule et sans que vous n'interveniez quand il pleure. Olivier avait ri intérieurement à ce moment-là. À sa manière, pensa-t-il, persuadé que la pauvre fille s'enfuirait en moins d'1 heure, dévorée par les quintuplés. Il l'avait engagée uniquement pour gagner du temps et pouvoir chercher un internat en Europe. Il lui donna les clés, lui indiqua la porte et partit au bureau, attendant l'appel de démission en milieu d'après-midi. Mais l'appel n'arriva jamais. Et maintenant, debout sur le seuil de sa chambre, voyant la scène impossible des 5 enfants endormis sous le charme de la lecture et des gants jaunes, Olivier de Montfort comprit qu'il avait radicalement sous-estimé Léa Dubois. La femme de ménage avait réussi en 6 heures ce que sa fortune n'avait pu acheter en 2 mois. Elle avait apporté la paix. Cependant, tandis qu'il observait la perfection du moment, une sensation inquiétante s'installa dans son estomac. C'était trop parfait, trop rapide. Personne ne donne 5 fauves avec juste un livre et des gants en caoutchouc. Olivier plissa les yeux, son esprit d'affaires cherchant le piège, l'astuce. « Qui es-tu vraiment, Léa » pensa-t-il tandis qu'elle tournait la page du livre avec une délicatesse révérencieuse. « Et pourquoi mes fils te regardent-ils comme s'ils te connaissaient depuis toujours ?» La méthode des gants jaunes. Au cours de la semaine suivante, l'appartement de la tour de Montfort cessa de ressembler à une zone de guerre pour devenir quelque chose de bien plus déconcertant pour son propriétaire, un foyer. Cependant, la paix a un prix, et pour Olivier, ce prix était la perte du contrôle absolu. Malgré sa promesse à Léa de ne pas intervenir ni de la surveiller, la nature obsessive d'Olivier était plus forte que sa parole.
Assis dans son bureau de verre au centre financier de la Défense, à des kilomètres de distance, Olivier avait une tablette appuyée contre sa tasse de café. L'écran, divisé en 4 cadres haute définition, transmettait en temps réel ce qui se passait chez lui. Il se disait que c'était pour la sécurité, qu'il ne pouvait pas faire confiance aveuglément à une inconnue surgie de nulle part, mais au fond, ce qui le maintenait collé à l'écran était un mélange toxique de curiosité et d'une jalousie piquante qu'il refusait de reconnaître. Ce qu'il voyait sur ses caméras défiait toute logique pédagogique que les agences d'élite lui avaient vendue. Léa n'imposait pas une discipline militaire. Léa jouait. Sur la caméra de la salle de jeu, Olivier observa une scène qui le laissa hypnotiser. Les 5 enfants avaient accidentellement renversé une brique de jus de raisin sur le tapis blanc immaculé. N'importe quel autre nounou aurait crié, aurait couru chercher des serviettes ou aurait appelé le service de nettoyage en panique. Olivier crispa la mâchoire, attendant le chaos. Mais Léa ne cria pas. Elle se mit à genoux. Elle portait ses ridicules gants de ménage jaunes qui ne semblaient jamais la quitter. Olivier monta le volume de la tablette. « Oh non !» s'exclama Léa. Pas avec colère, mais avec une théâtralité exagérée. Le monstre violet a attaqué le sol. Vite, équipe de sauvetage. Nous devons activer les boucliers jaunes. Les 5 enfants, qui secondes auparavant étaient sur le point de pleurer par peur de la réprimande, ouvrirent de grands yeux pleins d'émotion. Léa leur tendit de petits chiffons à chacun et elle utilisa ses mains gantées pour chatouiller la tâche tout en la nettoyant. Attaquez le monstre. Frotte, frotte, frotte. Chantait-elle rythmiquement tout en frottant. Les enfants riaient aux éclats, imitant le son et le mouvement. En l'espace de 3 minutes, la tâche avait disparu et, plus important encore, la peur aussi. Les enfants ne voyaient pas l'erreur comme une tragédie, mais comme une aventure partagée avec elle. En terminant, les 5 se jetèrent sur elle dans un câlin groupé, enfouissant leur visage dans le tablier bleu de Léa. Olivier vit comment elle embrassait la tête de chacun avec un naturel qui lui broya le cœur. Olivier éteignit la tablette d'un coup sec. Le silence dans son bureau sembla soudain froid, stérile. Ses enfants ne l'avaient jamais étreint ainsi. Quand il arrivait, il se mettait au garde-à-vous ou se cachait. Elle, une simple employée domestique devenue nounou par hasard, recevait l'amour qui, par droit du sang, lui revenait à lui. Ce soir-là, Olivier rentra à l'appartement plus tôt que d'habitude. Il voulait trouver une faille. Il avait besoin de trouver une erreur dans le système parfait de Léa pour récupérer sa position d'autorité. En entrant, l'arôme de cuisine maison inondait le couloir. Ce n'était pas la cuisine gastronomique que préparait le chef privé. Cela sentait le pot-au-feu, le pain chaud, des choses simples. Il marcha vers la cuisine et s'arrêta sur le seuil. Léa était de dos, lavant la vaisselle. Les enfants étaient assis à la table auxiliaire, dessinant en silence. Papa est là, chuchota l'un des jumeaux, Lucas, en le voyant. Mais au lieu de courir vers lui, Lucas regarda Léa comme pour chercher une permission ou de la sécurité. Ce petit geste alluma la mèche de l'orgueil blessé d'Olivier. Mademoiselle Dubois, dit Olivier avec sa voix de salle de conseil, celle qui faisait trembler les jeunes cadres. Dans mon bureau. Tout de suite. Léa ferma le robinet lentement, s'essuya les mains gantées et se tourna. Son visage était serein, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux gris. Elle fit un signe de tête aux enfants pour qu'ils continuent de dessiner et suivit Olivier vers la bibliothèque, une pièce sombre remplie de livres de droit ancien et de trophées de golf. Olivier s'assit derrière son immense bureau en noyer, la laissant debout, établissant la hiérarchie visuelle. « J'aimerais que vous m'expliquiez, commença-t-il en entrelaçant les doigts, pourquoi mes fils semblent avoir oublié qui est leur père et, en revanche, semblent croire que vous êtes quelque chose de plus. » Léa cligna des yeux, confuse par l'attaque. « Monsieur, je ne comprends pas. Les enfants vous respectent beaucoup. J'essaie seulement de créer un environnement sûr pour eux. » Trop sûr. Éclata Olivier en frappant la table. J'ai observé ces jeux, ces câlins constants, cette manière dont ils se pendent à votre cou. Vous franchissez des limites professionnelles, Léa. Vous êtes une employée. On vous paie pour les garder, les nourrir et vous assurer qu'ils ne s'entretuent pas. On ne vous paie pas pour jouer à la famille heureuse. Léa se redressa. Pour la première fois, Olivier vit un éclair d'acier dans le regard de la jeune femme. Avec tout le respect que je vous dois,
Monsieur de Montfort, dit-elle d'une voix basse mais ferme, sans trembler. Ces enfants ont perdu leur mère avant de savoir prononcer son nom. Ils ont un trou dans la poitrine de la taille de l'univers. Vous essayez de le combler avec des jouets coûteux et des nounous certifiés qui les traitent comme des patients psychiatriques. Moi, je leur donne seulement ce qui est gratuit, de l'affection. Si cela vous dérange, si vous êtes jaloux des câlins que vous n'avez pas le temps de leur donner parce que vous êtes occupé à construire des immeubles, alors renvoyez-moi. Mais ne me demandez pas d'être froide avec eux. Je ne peux pas le faire. Le silence qui suivit fut dense. Olivier resta pétrifié. Personne, absolument personne ne lui parlait ainsi. La vérité des paroles de la jeune femme le frappa comme une gifle physique. Elle avait raison, et c'était ce qui l'enrageait le plus. Ne vous méprenez pas, petite, dit-il finalement d'un ton glacial et cruel. Vous êtes ici parce que vous êtes utile, pas parce que vous êtes indispensable. Gardez vos distances. Je veux qu'ils comprennent que vous êtes le personnel, pas la famille. Est-ce clair? Léa soutint son regard pendant une seconde éternelle. Puis elle baissa la tête, revenant à son rôle de soumission. Comme vous l'ordonnez, monsieur. Elle sortit du bureau en fermant la porte avec douceur. Olivier resta seul dans la pénombre, se sentant l'homme le plus puissant et le plus misérable du monde. L'épreuve du feu. 3 jours après la confrontation arriva la nuit du gala annuel de la Fondation de Montfort. C'était l'événement social le plus important de l'année, organisé dans le propre appartement d'Olivier, transformé par une équipe de décorateurs en une salle de bal digne de Versailles. Des serveurs avec des plateaux d'argent circulaient parmi l'élite de la ville, investisseurs, politiciens, mannequins et partenaires commerciaux. Pour Olivier, cette soirée n'était pas seulement une fête, c'était une démonstration de pouvoir. Il avait besoin de montrer au monde que, malgré son veuvage récent, il avait sa vie et son empire sous contrôle total. Et la pièce maîtresse de cette démonstration devait être ses enfants. « Je les veux en bas à 20h précises », avait-il ordonné à Léa ce matin-là sans la regarder dans les yeux. Vêtus des costumes en velours bleu marine, coiffés et surtout, en silence. Je veux les présenter, prendre la photo officielle pour la presse et qu'ils retournent dans leur chambre sans drame. Léa avait tenté de protester. Monsieur, les enfants ont eu un peu de fièvre émotionnelle ces jours-ci. Les foules les effraient. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de les exposer à tant de gens et de bruit. C'est un ordre, Léa, la coupa-t-il. Si vous n'êtes pas capable de contrôler 5 enfants pendant 15 minutes, alors peut-être avais-je raison sur votre manque de professionnalisme. Maintenant, l'horloge marquait 20h05. Le salon était bondé. Le murmure des conversations et le tintement des coupes de champagne créaient un bourdonnement constant. Olivier était au centre de la pièce, entouré d'investisseurs japonais, riant de manière charmante, mais ses yeux regardaient avec anxiété vers le grand escalier en colimaçon. Alors, ils apparurent. Léa descendait les escaliers, mais elle ne portait pas son uniforme. Olivier avait exigé qu'elle porte une robe noire simple pour passer inaperçue comme une ombre. Devant elle descendaient les quintuplés. Ils avaient l'air angéliques avec leurs costumes sur mesure, se tenant la main en une chaîne humaine. Oh. Collectif parcourut la salle. Les dames de la haute société souriaient avec tendresse. Qu'ils sont beaux. Ils sont identiques. Olivier a fait un travail merveilleux. Olivier gonfla le torse, se sentant victorieux. Il marcha vers le bas de l'escalier pour les recevoir, posant sa main sur l'épaule de Théo, l'aîné des 5, pour quelques minutes. Mesdames et messieurs, annonça Olivier d'une voix projetée, mes fils, l'avenir des industries de Montfort. Les flashs des appareils photo éclatèrent, 1, 2, 10 fois. Des lumières blanches aveuglantes. Ce fut trop. Enzo, le plus sensible des 5, lâcha la main de son frère. Le bruit des applaudissements, les lumières agressives et l'odeur des parfums forts des dames qui s'approchaient pour leur pincer les joues créèrent une tempête sensorielle. Enzo commença à respirer avec agitation. Sa lèvre inférieure trembla. Olivier le remarqua et pressa son épaule discrètement. Souris, Enzo, tiens-toi bien, chuchota-t-il entre ses dents, maintenant son sourire faux pour les caméras. Mais la pression fut insupportable. Enzo lâcha un hurlement qui coupa la musique de piano comme un couteau. Non. Maman. Le cri déclencha l'effet domino. Théo, effrayé par le cri de son frère, commença à pleurer aussi.
Lucas se jeta au sol et commença à taper des pieds, renversant au passage une table avec des coupes de champagne qui volèrent en éclats. Le fracas du verre brisé provoqua la panique totale chez les deux autres enfants. En 10 secondes, le gala élégant se transforma en chaos. Les invités reculèrent, murmurant avec inconfort et dédain. Pauvre homme, il ne peut pas les gérer. Quel mal élevé. Il manque de poigne. Olivier était paralysé, rouge de honte et de fureur. Il tenta de relever Lucas du sol brusquement. « Lève-toi tout de suite. »« Suffit. » cria Olivier, perdant son sang-froid devant tous ses associés. Son cri ne fit qu'empirer les choses. Les enfants pleuraient plus fort, terrorisés par la colère de leur père. Olivier se sentit exposé, nu dans son incompétence, tout son pouvoir, tout son argent, et il ne pouvait pas faire cesser de pleurer un enfant de 2 ans. C'est alors que Léa rompit le protocole. Elle avait attendu dans l'ombre, au pied de l'escalier, comme on le lui avait ordonné. Mais en voyant Olivier secouer Lucas, son instinct de protection annula tout ordre de son patron. Léa s'avança vers le centre du cercle, ignorant les regards des millionnaires. Elle ne courut pas, mais son pas était décidé. Elle s'agenouilla au milieu du verre brisé, sans se soucier de sa robe. Elle sortit de sa poche arrière quelque chose qui ne s'accordait pas avec l'élégance de la soirée, les gants jaunes. Elle les enfila avec des mouvements rapides et leva les mains en l'air, bougeant les doigts comme s'ils étaient des oiseaux magiques. CHHT, CHHT. Elle fit un son doux mais pénétrant, un code qu'elle avait établi avec eux. Regardez, les petits oiseaux jaunes ont peur du bruit. Si nous pleurons, ils vont s'envoler. La réaction fut presque chimique. En voyant la couleur jaune et en reconnaissant le jeu de sécurité, Enzo arrêta ses pleurs nets et octa. Lucas cessa de taper des pieds et s'assit, regardant fixement les mains de Léa. Petits oiseaux. Balbutia Théo, les yeux pleins de larmes. Oui, mon amour, dit Léa d'une voix si douce qu'elle résonna dans le salon silencieux. Ils ont besoin de silence pour atterrir. Vous m'aidez à faire une piste d'atterrissage ? Léa étendit les bras et, un par un, les 5 enfants coururent vers elle, ignorant complètement leur père. Ils s'agrippèrent à elle comme des naufragés à un radeau. Elle les enveloppa tous, leur chuchotant des mots d'apaisement dans cette langue étrange qu'elle utilisait parfois. La salle entière observait la scène dans un silence absolu. L'image était puissante, la jeune employée, agenouillée parmi les cristaux brisés, entourée d'amour pur, tandis que le puissant magnate était debout, seul, les bras vides et le visage décomposé. L'une des épouses des investisseurs les plus importants essuya discrètement une larme. « Cette fille est un ange », murmura quelqu'un assez fort pour qu'Olivier l'entende. Olivier regarda autour de lui. Il vit l'admiration sur les visages de ses invités, mais ce n'était pas envers lui, c'était envers elle. Elle avait sauvé la soirée, elle avait sauvé ses enfants, et ce faisant, elle avait exposé la vérité la plus douloureuse de toutes. Il était le père biologique, mais c'était elle qui exerçait le rôle de parent. Léa se leva en portant 2 des enfants dans ses bras, tandis que les 3 autres s'accrochaient à sa jupe. Elle regarda Olivier. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement une tristesse infinie et une demande silencieuse de permission pour se retirer. Olivier, vaincu et humilié publiquement, ne put cocher la tête, incapable d'émettre un son. Tandis qu'il voyait Léa emmener ses enfants en haut des escaliers, loin de son monde d'ambition et d'apparence, il sentit un craquement à l'intérieur de lui. L'armure de froideur qu'il avait construite après la mort de son épouse venait de recevoir sa première fissure fatale, et cela lui faisait mal. Cela lui faisait terriblement mal. La mélodie fantôme. La maison était silencieuse, mais dans l'esprit d'Olivier de Montfort, le bruit était assourdissant. Il était 2 heures du matin. Le gala s'était terminé des heures auparavant. Les derniers invités étaient partis en murmurant des éloges empoisonnés sur la charmante mais sauvage famille de Montfort. Et l'équipe de nettoyage avait effacé presque toute trace de la fête. Cependant, Olivier ne pouvait effacer l'image de sa propre impuissance. Assis sur le canapé en cuir italien de son bureau, un verre de whisky vieilli à la main qu'il avait à peine goûté, Olivier regarda la ville illuminée à travers la baie vitrée. Son orgueil était blessé à mort, non par le scandale public, mais par la vérité indéniable dont il avait été témoin. Une étrangère, une fille qui récurait les sols il y a une semaine, connaissait ses enfants mieux que lui. La rage se mêlait aux soupçons. Comment faisait-elle ? Ce n'était pas normal. Cette connexion instantanée,
cette obéissance aveugle des enfants envers elle, ses gants magiques. Son esprit paranoïaque d'homme d'affaires commença à tisser des théories sombres, sorcellerie? Absurde. Hypnose? Ridicule. Manipulation? Possible. Peut-être les conditionnait-elle pour devenir indispensable et ensuite exiger une fortune. Il avait besoin de réponses, et il les avait besoin maintenant. Impulsé par l'alcool et la méfiance, Olivier se leva, sortit du bureau et marcha dans le couloir obscur vers les laits. Ses pas étaient lourds sur le tapis. Il allait la réveiller, exiger qu'elle lui révèle ses tours, la renvoyer s'il notait le moindre indice de fausseté. En s'approchant de la porte de la chambre des enfants, il s'arrêta net. La porte était entr'ouverte. Une lumière tenue, probablement d'une veilleuse, s'échappait par la fente. Et alors, il l'entendit. C'était un chant. Ce n'était pas une berceuse commerciale ni rien qui passait à la radio. C'était une mélodie a cappella, fredonnée sur un ton mineur, mélancolique et profond. Une voix gutturale et douce à la fois, chantant dans une langue qu'Olivier ne parlait pas, mais qu'il connaissait de chaque fibre de son être. Luli, Luli, Lulila, Zaspim, Dua, Zaspim, Jia. Le verre de whisky glissa des doigts d'Olivier et tomba sur le tapis, le liquide ambré tachant la laine vierge. Mais il ne cligna même pas des yeux. Il sentit comme si une main glacée lui avait arraché le cœur de la poitrine. Cette chanson, c'était la chanson de Camille, sa défunte épouse. Camille, qui avait grandi dans un orphelinat oublié quelque part dans un coin reculé de l'Europe de l'Est avant que la vie ne l'amène à Paris et dans les bras d'Olivier. Camille avait l'habitude de fredonner cette même mélodie étrange et triste quand elle était enceinte, se caressant le ventre énorme où grandissaient les 5 bébés. Elle avait dit à Olivier une fois, « C'est la chanson que les mères de mon village chantent pour que les enfants n'aient pas peur de l'obscurité. Elle signifie que même si tu ne me vois pas, je suis là. » Camille était morte en couche. Personne d'autre ne connaissait cette chanson. Personne. Olivier poussa la porte avec violence. Le choc du bois contre le mur résonna comme un coup de tonnerre. À l'intérieur, la scène était d'une paix perturbante. Léa était assise dans le fauteuil à bascule avec Enzo endormi dans ses bras. Les 4 autres enfants dormaient paisiblement dans leur berceau. En voyant entrer Olivier avec les yeux exorbités et le visage pâle, Léa sursauta, cessa de chanter abruptement et serra l'enfant contre elle avec force, comme pour le protéger de la fureur du père. « Monsieur de Montfort, chuchota-t-elle en tremblant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réveillé quelqu'un. » Olivier s'avança vers elle comme un prédateur acculé. Il ne se souciait pas de l'enfant dans ses bras, il ne se souciait pas de l'heure, seule existait cette chanson. « D'où sors-tu cela » demanda-t-il d'une voix rauque, presque un grognement. « Qui t'a appris cette chanson ? Parle. » Léa recula contre le mur, ses yeux gris écarquillés par la peur. « C'est juste une vieille chanson, monsieur. Une chanson de ma terre. » « Tu mens. » Olivier était hors de lui. Il la saisit par le bras, pas assez fort pour la blesser, mais avec le désespoir de celui qui a besoin de la vérité. « Ma femme chantait ça. Elle seule. Personne d'autre ne la connaît ici. Tu n'es pas un hasard, Léa. Tu es apparue dans le hall le jour exact où je me suis retrouvé sans nounou. Tu connais des trucs que personne ne sait. Les enfants te regardent comme si tu étais elle. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Tu es une journaliste? Une espionne industrielle? Non, s'il vous plaît, vous allez réveiller Enzo. Supplia Léa, les larmes montant aux yeux. Lâchez-moi. Olivier la lâcha, respirant avec agitation. Il regarda autour de la pièce, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui confirmerait ses soupçons. Son regard tomba sur le sac en toile usé de Léa, qui était ouvert sur une chaise dans le coin. C'était un sac humble, plein de rapiessage, qui jurait violemment avec le luxe de la chambre. Sans réfléchir, Olivier se jeta sur le sac. « Non, c'est privé. » cria Léa en essayant de l'arrêter, mais elle ne pouvait pas bouger sans lâcher le bébé. Olivier renversa le contenu du sac sur la table allongée. Des objets simples tombèrent, un peigne bon marché, un porte-monnaie avec peu de pièces, un chapelet en bois et une enveloppe. Une enveloppe en papier crème de haute qualité, froissée par le temps et les manipulations constantes. Olivier reconnut le papier. C'était sa propre papeterie personnalisée.
Mais ce qui fit céder ses genoux fut la calligraphie sur le devant de l'enveloppe. Une écriture cursive, élégante et légèrement inclinée vers la droite. Pour ma chère Léa. C'était l'écriture de Camille. Olivier sentit le monde tourner. Il saisit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était ouverte. Il sortit la lettre qui se trouvait à l'intérieur et, collée à elle, une photographie. Sur la photo prise environ 3 ans plus tôt apparaissait Camille, radieuse et enceinte de quelques mois, souriant à l'objectif. À ses côtés, l'étreignant timidement, se trouvait une jeune fille bien plus jeune, presque une enfant, vêtue de vêtements humbles mais avec un sourire d'adoration absolue. Cette jeune fille, c'était Léa. Olivier leva les yeux de la photo vers la nounou. Léa n'essayait plus de le cacher. Elle pleurait silencieusement, la tête basse, vaincue. « Lisez-la », dit-elle d'un filet de voix. « Lisez-la et renvoyez-moi si vous voulez, mais ne dites pas que je suis une espionne. » Le serment du sang. Olivier tint la lettre sous la lumière de la lampe. Ses yeux parcouraient les lignes écrites à l'encre bleue que Camille utilisait toujours. Il sentait comme s'il violait une tombe, mais il ne pouvait pas s'arrêter. La voix de son épouse résonnait dans sa tête à chaque mot qu'il lisait. « Ma douce Léa, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Les médecins disent que la grossesse de quintuplé est un miracle, mais mon corps est fatigué, ma petite. J'ai peur. Pas pour moi, mais pour eux. Olivier est un homme bon, un homme fort, mais son monde est fait de béton et de chiffres. Si je viens à manquer, il se perdra dans sa douleur. Il se fermera comme une huître et essaiera de gérer nos enfants comme il gère ses entreprises. Je ne peux pas permettre qu'ils grandissent sans chaleur, Léa. Tu sais ce que c'est. Toi et moi avons partagé le froid de cet orphelinat à Minsk jusqu'à ce que j'aie la chance d'en sortir. Quand je t'ai retrouvé des années plus tard et que j'ai commencé à parrainer tes études, j'ai vu en toi le cœur le plus pur que j'ai connu. Tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Je te demande une dernière faveur, la plus grande de toutes. Si je ne survis pas, viens à eux. Ne laisse pas Olivier les élever dans un palais de glace. Apprends-leur à rire. Apprends-leur notre chanson. Apprends-leur que l'amour ne s'achète pas. Promets-moi que tu prendras soin de mes enfants jusqu'à ce qu'Olivier apprenne à être le père que je sais qu'il peut être. Je t'aime pour toujours, Camille. Olivier termina de lire. Le silence dans la chambre était absolu, seulement rompu par la respiration rythmique des bébés. Il laissa tomber la lettre sur la table comme si elle brûlait. Il se sentait étourdi, submergé par une vague de culpabilité si immense qu'elle le noyait presque. Il avait traité Léa comme une servante, comme une intruse, comme une ennemie, et elle était en réalité le dernier cadeau de son épouse. Il se tourna lentement vers elle. Léa avait déposé Enzo dans le berceau et se tenait maintenant debout, essuyant ses larmes du revers de la main, attendant le verdict. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix d'Olivier était brisée. Il n'y avait plus de traces du magnate arrogant, seul restait le veuf blessé. « Quand je t'ai embauché, quand je t'ai crié dessus. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu la connaissais ?» Léa leva le menton avec une dignité qui contrastait avec son uniforme simple. « Parce que Camille m'a fait promettre que je ne vous demanderai rien, monsieur. Elle ne voulait pas que je vienne comme un fardeau ou une amie de la famille demandant la charité. Elle voulait que je vienne pour les enfants. » Léa fit un pas vers lui, traversant la barrière invisible qui les séparait. « Quand j'ai su qu'elle était morte, j'ai dépensé toutes mes économies pour venir dans ce pays. J'ai mis des mois à obtenir les papiers. Quand je suis arrivé en ville, je n'ai pas osé me présenter à votre porte et dire